Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Donc, moi, je m'appelle le docteur Charles-Édouard Notre-Dame, je suis psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, maître de conférence au CHU de Lille, et donc je suis très honoré aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. On m'a confié une tâche pas simple, celle de vous parler de ma jeunesse en temps de Covid. Alors déjà là, je suppose que vous avez déjà le petit sourire parce que ça me concerne déjà peut-être un peu moins. Et cela dit, la jeunesse, c'est un peu mon travail du quotidien. Et du coup, ce que je voudrais vous proposer, c'est quelques pistes de réflexion pour essayer de comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui et comment est-ce qu'on fait pour mieux faire face ensemble à cette situation actuelle. La première chose, quand on parle des difficultés de santé mentale, vous voyez qu'en ce moment, on n'arrête pas d'entendre dans les journaux, à la radio, à la télé, le fait que ça va pas, que la jeunesse va mal, qu'il y a une vague de troubles de santé mentale. Avant de rentrer dans ce sujet-là, de savoir un peu effectivement, d'être affecté par ce qui se passe, c'est d'essayer de comprendre ce qui va pas. Qu'est-ce qui est difficile actuellement, qu'est-ce qui est difficile en ce moment? Et quand on va un peu dans le détail, ça vaut le coup de se demander qu'est-ce qui m'affecte, qu'est-ce qui est compliqué. Et la première chose qu'on pourrait identifier, c'est la question de l'insécurité. On n'est pas fait, nous les êtres humains, pour vivre dans un environnement où on n'est pas capable de prédire ou de prévoir ce qui va se passer. On fonctionne au quotidien sur notre capacité à anticiper et à ajuster nos positions, nos modalités d'interaction, notre manière d'agir, sur notre capacité à anticiper. Or, ce qui caractérise bien cette crise, c'est le fait qu'on ne peut plus anticiper, on n'arrive plus à savoir. Tout varie, il y a beaucoup de choses qui varient. Ce qui varie, c'est à la fois l'évolution de la crise sanitaire. Ce qui varie, c'est est-ce que, oui ou non, je risque d'être contaminé moi-même? Est-ce que, oui ou non, un de mes collègues, un de mes potes de promo, des membres de la famille risque d'être contaminé? Donc ça veut dire que cette menace qui plane en permanence avec cette menace infectieuse nous met dans une situation d'insécurité un peu permanente qui est parfois difficile à gérer. Donc d'abord la question de l'insécurité, et puis comme je vous le disais, la question de l'imprévisibilité. Parce qu'il n'y a pas que la question de la circulation du virus qui est difficile à gérer. Il n'y a pas que le fait que je puisse être contaminé, moi, ou qu'un de mes proches puisse être contaminé, et que du coup, je perds ce sentiment un peu inhérent d'insécurité. Il y a le fait aussi qu'il y a une situation économique qui est potentiellement incertaine, quand il y a des conséquences potentiellement de la crise épidémique pour mon job, pour ma bourse, pour mon petit boulot à côté de mes études, c'est le fait que les mesures sanitaires, on a bien vu qu'il y a eu des rétropédalages, qu'il y a des mises en place de mesures qu'on n'avait pas forcément prévues, parce que par nature, comme l'évolution épidémique est incertaine, les mesures sanitaires, un coup le confinement, un coup le couvre-feu, l'heure du couvre-feu qui change, etc., ça me met dans une situation d'imprévisibilité ou d'insécurité. Et tout ça, ça contribue aussi au fait que j'ai du mal à voir ce qui va se passer dans mon avenir. C'est comme si j'avais un sentiment d'obstruction de l'avenir. En fait, je me concentre vraiment sur l'idée de qu'est-ce qui va se passer déjà demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Au-delà du mois prochain, ça devient compliqué de se demander ce qui va se passer, puisque tout est un peu plus incertain, un peu plus imprévisible. Et puis, ce dont on parle pas beaucoup, et pourtant qui est assez central dans la difficulté qu'on a aujourd'hui face à cette crise épidémique, surtout quand on est jeune, et qu'on doit construire son avenir, et qu'on doit essayer de construire aussi qui on est, de savoir qui on est, ce qui est jamais une tâche facile, c'est la question du manque de sens. Quand on se retrouve, quand on est étudiant par exemple, et qu'on se retrouve toute la journée, à regarder une vidéo Zoom, où on a des écrans noirs, au mieux on voit le prof, mais on se voit pas les uns les autres, qu'on se lève le matin, qu'on regarde notre vidéo Zoom, qu'on a juste le temps de bouffer, parfois même pas le temps d'aller aux toilettes, et qu'on referme notre écran, et c'est là qu'on va se coucher, on perd un peu le sel de la vie. Ce qui fait qu'on a envie de se mobiliser, de se motiver, etc. C'est vraiment cette notion de perte de sens à notre quotidien. Cette perte de sens, c'est à la fois la routine qui est très monotone qui s'installe, c'est aussi une forme de privation culturelle, le fait de ne pas pouvoir aller au ciné, le fait de ne pas pouvoir aller voir des concerts, le fait de ne pas pouvoir se voir les uns les autres, le fait de ne pas pouvoir se divertir, ça paraît anecdotique, ça paraît débile, mais se divertir, rien que sortir, marcher un peu, discuter avec des potes, s'asseoir sur les marches d'un endroit pour discuter ensemble, etc., c'est ça qui fait le sel du quotidien, et c'est ça qui donne du sens. Et cette privation culturelle, cette privation des divertissements participe aussi à un sentiment global de manque de sens. On a un peu envie de se dire, mais à quoi bon ce qui se passe là au quotidien? On a un peu un sentiment d'avenir bouché, et en même temps, on a l'impression qu'au quotidien, on comprend pas trop le sens de ce qui se passe.
En plus de ça, il y a la question du manque du lien. Alors ça, on en entend partout parler. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'isolement, cette notion d'absence de contact. Ok, on peut se dire, c'est un problème d'être isolé, de ne pas avoir de contact. Mais pourquoi? Ça, c'est une vraie question. Ben, quand on est jeune, c'est vraiment le moment où on crée du lien. C'est le moment où on s'insère dans le monde des adultes, entre guillemets, c'est-à-dire où on crée son réseau, où on réaménage sa relation avec ses parents, où on a son groupe de potes, et on commence à exister dans son réseau. Le problème de la situation actuelle, c'est que ça nous empêche de faire ce travail-là. Non seulement ça nous empêche de faire ce travail-là, mais ça nous prive de notre sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, c'est ce qui fait qu'on se sent membre d'un groupe, et au-delà de ça, de la société entière. Le fait que, voilà, je suis un individu qui est aussi membre de la société entière. Et ben, le fait de ne pas avoir de contact régulier avec des proches, avec les institutions, c'est-à-dire mon université, ma fac, etc., ça fait que je me sens pas membre, je suis pas un étudiant de la fac, je suis pas un membre de ce groupe-là, je deviens juste moi tout seul dans mon appart. En plus de ça, on perd les petites interactions du quotidien. Le fait de pouvoir aller fumer une clope, le tabac c'est mal. Le fait de pouvoir aller fumer une clope, de pouvoir aller boire un café ou un truc comme ça, même d'aller boire un verre, l'alcool c'est mal. De pouvoir aller boire un verre, c'est les moments où on est capable de se dire aussi, où on est capable de voir que les autres, par exemple, ont pas la forme. Ce qu'on n'aurait pas fait spontanément, mais de dire, j'ai l'impression que là aujourd'hui, ça va pas fort. Et ben, donc c'est autant d'occasions pour se donner un coup de main les uns les autres, de se rassurer. Et ben ça, on en est privé aussi. Et c'est ça aussi qui est difficile. Et enfin, et ça c'est le dernier point qui est important, qui découle du reste, on se prive aussi d'un certain nombre de relations d'aide. Le fait d'interagir dans le quotidien, c'est aussi une manière de pouvoir apporter de l'aide, soit explicite, bah ça va pas, qu'est-ce qu'on peut faire, on peut en discuter, etc. Soit même pas explicite, juste d'être là les uns les autres, juste, viens on parle d'autre chose, viens je sais pas, on fait un truc pour pas que je pense à ça, c'est une forme de manière de s'aider. Et ça, on l'a moins aujourd'hui, et ça c'est pesant. Et évidemment, la question de la perte du sens, le manque du lien, la question de l'insécurité, la question de l'imprévisibilité, pardon, tout ça est très relié. Forcément, si les choses sont imprévisibles et je me sens pas très sûr, je vais me dire, bah oui, bah à quoi bon? À quoi bon puisqu'on sait pas de quoi le lendemain est fait? Si j'arrive pas à avoir des interactions, à me divertir, etc., je vais me dire, bah oui, aussi, à quoi bon? Et inversement, c'est-à-dire que le divertissement, aller à un concert, c'est aussi une manière de créer du lien. Donc tout ça est très lié, et en fait c'est l'ensemble de ces choses-là qui fait comme un cercle vicieux et qui pèse sur nous. Alors ce qu'on a repéré, nous les psys, c'est qu'au début, en tout cas moi les jeunes que je voyais, au début ils allaient plutôt pas trop mal. Et c'est pas ce que j'attendais. Moi je m'attendais que ce soit difficile d'emblée, pour toutes les raisons que je vous ai dit. Et au tout début, premier confinement, et même, enfin surtout premier confinement, en fait les jeunes ils allaient pas trop mal. Et je pense qu'il y a eu, un peu comme les soignants, un peu comme nous tous, un mouvement de résistance. C'est-à-dire qu'on s'est tous mobilisés, on s'est tous poussés, et on a fait bloc tous ensemble. Et ça marchait plutôt bien. Il faut vraiment voir ça comme une forme d'adaptation, de réaction d'adaptation face à l'adversité, face à ce qui est difficile. Le problème, c'est quand l'adversité, elle dure. Et que nos ressources adaptatives, elles sont pas infinies. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on commence à fatiguer. On commence à en avoir ras-le-bol. Et bien la manière de dire, là, je commence à être fatigué, en avoir ras-le-bol, ça veut dire qu'il y a une forme de fatigue, d'usure des mécanismes d'adaptation qu'on avait mis en place au moment où on résistait. C'est d'autant plus vrai et d'autant plus dur que ce qui est difficile, c'est plus s'adapter aux fluctuations. Donc là, c'est ce que j'indique avec dans le PowerPoint avec un petit montagne russe, c'est le fait qu'il y a eu des mouvements de adaptation, des adaptations, adaptation des adaptations, c'est-à-dire confinement, déconfinement, confinement, déconfinement, couvre-feu, plus de couvre-feu, retour à la fac, plus de retour à la fac, etc. Et ça nous oblige constamment à se réadapter à une nouvelle situation, et ça c'est particulièrement éprouvant, particulièrement fatigant. Voilà, je vous avais dit que je voulais faire une présentation sur les troubles de santé mentale, enfin en tout cas les difficultés de santé mentale pendant la période du Covid, et une vidéo de présentation et de prévention. J'ai complètement raté, parce que là j'ai miné le moral de tout le monde, parce que je n'ai dit que ce qui allait mal. Sauf que, en fait, il y a des manières de faire. En vrai, il y a des manières de faire. On ne pouvait pas se passer d'aller analyser précisément qu'est-ce qui nous arrivait avant de parler des manières de faire, mais je vous assure qu'il y a des manières de faire, je vais vous en parler tout de suite. La première chose, et la plus simple, et je crois qu'on vous en a parlé dans le webinaire qui vous a été proposé, c'est faire en sorte de se sécuriser et de rendre les choses prévisibles. Si vous voulez pouvoir regarder loin dans l'avenir, il faut déjà que vous soyez sûr de où sont vos pieds là maintenant tout de suite, pour pas que vous ayez à penser à vos pieds. Qu'est-ce que ça veut dire être sûr de vos pieds là maintenant tout de suite? Ça veut dire appliquer les gestes barrières, se vacciner.
on vous le rabâche à longueur de temps, et je sais que c'est pénible de se dire, mais arrêtez, foutez-moi la paix avec ces vaccins, et foutez-moi la paix avec ces gestes barrières. Mais c'est une manière pour vous, aussi, de vous sentir en sécurité. C'est aussi une manière pour vous de rendre les choses prévisibles. Plus besoin de se soucier de est-ce que je vais contaminer un tel ou un tel. Bon, c'est pas entièrement vrai en tout cas pour le vaccin, mais en tout cas pour les gestes barrières, plus de risque plus de soucis de est-ce que je vais contaminer un tel ou un tel. De la même manière, si vous vous vaccinez, moins d'inquiétude par rapport au risque d'être contaminé soi-même. Et dans ce cadre-là, ça veut dire que vous allez dégager ça de votre esprit. Vous allez moins y penser, et vous allez pouvoir penser à d'autres choses. Donc pour pouvoir penser à l'avenir, il faut être un warrior maintenant, c'est-à-dire s'équiper, se vacciner, respecter les gestes barrières et respecter les consignes sanitaires. Deuxièmement, garder un rythme. Je vous ai dit, le rythme, c'est chiant quand c'est monotone et quand c'est la routine. Mais le rythme, c'est pas la même chose exactement que la routine. Le rythme, c'est ce qui permet de garder une forme de régularité pour éventuellement ensuite rompre cette régularité. Et c'est cette rupture une fois de temps en temps de régularité qui va faire que je vais apporter un peu de sel de mon quotidien. Garder le rythme, c'est ce qui permet d'éviter de me décaler complètement dans le temps, de plus manger avec les autres, etc. Donc garder le rythme, c'est hyper simple, c'est mon sommeil, je le préserve au maximum, c'est mon alimentation, j'essaye de manger en même temps que tout le monde, on essaie de manger en famille quand c'est possible, ou en tout cas dans ma coloc, on essaie de manger ensemble parce que ça refait du lien, et j'essaie de manger à heure fixe pour pas que ça se désorganise complètement. Pareil, j'essaie de me fixer des horaires de travail, ce qui évite de travailler jusqu'à pas d'heure, et je m'y tiens. Et je me cale aussi, dans mon agenda, dans mon rythme, du loisir. Je m'oblige à ça, parce que sinon ça va passer à la trappe. Il y a un moment, la flemme, etc., qu'est-ce que tu peux faire? Alors, petit coup de réseaux sociaux, mais on en reparlera après les réseaux sociaux, parce qu'il ne faut pas que ce soit juste à visée de diversion. Mais ça peut être, non, là, vas-y, c'est ma demi-heure de bouquin, par exemple. Là, je me prends mon bouquin. Ça peut être ma demi-heure de jeux vidéo, de jeux en ligne, ou de trucs comme ça. Mais il faut se fixer des temps de ça. Donc si vous gardez ce rythme-là, une fois de temps en temps, vous allez faire votre petite folie, et là, c'est là que votre petite folie, elle va prendre du sens. Et c'est là que ça va vous mettre un peu de peps aussi dans votre quotidien. Ensuite, c'est la question d'ouvrir des perspectives. C'est ce que je vous disais, c'est le risque en ce moment, on est tous confrontés à ça, qu'on soit jeune ou qu'on soit pas jeune, l'histoire de « ouais, les jeunes, ils n'ont pas d'avenir, etc. » On est tous confrontés au fait qu'on a du mal à voir dans l'avenir en ce moment. La solution à ça, c'est de ne pas essayer d'aller voir trop loin. C'est tout, c'est un fait, on est dans une situation difficile, il ne faut pas essayer d'aller voir trop loin, on va essayer d'aller voir un peu plus court, à court ou à moyen terme. Si je vais voir trop loin, je vais me casser la figure. Le but, c'est de se recentrer sur le court ou le moyen terme, sur ce qui se passe demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, mais éviter de trop se triturer la tête. Je sais que c'est compliqué parfois quand on est lycéen, par exemple, qu'on a Parcoursup, qu'on doit envisager, par exemple, les orientations universitaires et tout ça, c'est pas toujours évident, mais pas trop se triturer la tête pour le futur, rester sur le court et le moyen terme, et même en profiter pour se recentrer sur ici et maintenant. Ça aussi, ça peut paraître un peu flonflon, l'histoire j'ai tellement flonflon que je l'ai oublié. Bref, une formule latine qui nous dit ici et maintenant, et vraiment se recentrer sur l'instant, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant, c'est-à-dire d'essayer de réfléchir à quels sont mes petits plaisirs maintenant, quelles sont mes petites difficultés que je peux contrer, comment est-ce que je peux aménager mon quotidien. Donc se recentrer sur l'instant. Ça va me revenir à la formule latine, je vous promets. Ensuite, la question d'en ouvrir des perspectives, il faut faire gaffe à l'info. Et notamment, enfin, il ne faut pas faire gaffe à l'info en tant que telle, parce que l'info elle est importante, moi je pense que c'est important de continuer à s'informer. Il faut faire gaffe à l'info-overdose. C'est-à-dire le fait d'être gavé d'informations. Pourquoi? Parce que l'information, par nature, elle met en évidence surtout ce qui va mal. Et du coup, elle tourne un peu en boucle et de manière un peu auto-alimentée. Ce qui fait que vous risquez de ruminer avec l'information, à se dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, en même temps qu'elle. Donc il faut garder l'information, mais ce que je vous conseille, c'est limiter les temps d'information dans la journée, pareil dans votre rythme, et surtout de bien sélectionner vos sources d'informations. Il y a des journaux qui sont un peu plus dramatiques que d'autres, il y a des journaux qui sont plus fiables que d'autres. Je parle pas que des journaux, d'ailleurs, ça peut être des pure players que en ligne, ça peut être des informations, des trucs qui sont un peu plus légers, enfin des médias comme Brut, par exemple, peuvent être intéressants parce que c'est un peu plus dynamique, des trucs comme ça, mais sélectionnez-en quelques-uns et faites votre petite revue de presse de la journée, et puis après, lâchez l'affaire, parce que sinon vous allez être gavé. Restaurer du lien. Ça, c'est aussi important, et c'est pas du tout intuitif. Là, ce que je vous conseille, c'est que, normalement, le lien, c'est quelque chose qui est un peu spontané, intuitif, c'est de mettre un petit coup de trucs un peu actifs, d'y aller un peu activement dans la restauration du lien, c'est-à-dire
1. Créez des espaces d'échange. Les espaces d'échange, il n'y en a pas beaucoup, je vous conseille d'en fabriquer vous-même. Comment vous faites? Eh ben, de manière toute bête, vous appelez. Vous écrivez des textos, vous appelez les potes, vous appelez la famille. Et vous prenez pas la tête de vous dire, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Dites-leur rien. Dites-leur, salut, ça va? Ou comment ça va? Ou ah ouais, je t'appelais, bah non, je t'appelais pour rien, pour savoir comment t'allais, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui. Ça suffit. Rien que ça permet d'ouvrir des espaces d'échange qui sont hyper utiles et qui vont vous aider, qui vont vous soutenir. Et puis, utilisez les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont hyper pertinents pour ça. En revanche, utilisez les réseaux sociaux à bon escient. Utilisez les réseaux sociaux pour faire du lien, pour discuter avec vous, pour éventuellement vous informer, pour créer. Il y a des trucs très drôles qu'on peut faire, pour imaginer des trucs, je sais pas, des montages sur Instagram, des vidéos cool sur TikTok, des trucs comme ça. Mais on va y revenir juste après, évitez les réseaux sociaux juste pour vous vider la tête ou pour faire diversion avec la réalité. Par exemple, évitez l'enchaînement de vidéos YouTube sans lien entre elles et juste parce que elles viennent les unes après les autres. Parce que ça, c'est un équivalent de rumination en réalité. Faire du sens. Faire du sens, c'est aussi... Tout ce qu'on a dit, ça permet de faire du sens, mais c'est aussi la culture. Et la culture, fort heureusement, c'est triste, on est privé du cinéma, du théâtre, des concerts, mais on n'est pas privé de Netflix et des autres plateformes de séries ou de films ou de VOD. On n'est pas privé de Spotify ou de Deezer ou de ce que vous voulez. Et donc, la culture, elle est là aussi. Et donc, c'est le moment d'user, voire d'abuser un peu de la possibilité de voir des choses à distance. Il y a plein de trucs, plein de sites qui sont hyper cool pour aller trouver des films sympas ou des séries. C'est la manière de replonger dans des bouquins qui auraient pu vous dire putain, j'avais jamais pensé à ça, est-ce que bah voilà, ce serait peut-être le moment de lire des bouquins qui vous intéressent depuis un moment. Et puis c'est aussi le moment éventuellement d'écouter des trucs que vous connaissez pas, et encore une fois il y a des liens avec les espaces d'échange, c'est-à-dire que vous pouvez discuter, par exemple un truc qui peut être cool, c'est de faire c'est ce que je fais avec des amis, c'est de faire des playlists partagées par exemple. Comme ça, on se fait partager de la musique, on essaye de découvrir des trucs et tout ça. Ça, c'est une manière de combiner les deux. Inventer, créer, n'hésitez pas à vous dire, bah voilà, c'est le moment d'essayer de me lancer dans des trucs, je sais pas, du Scooby-Doo, du macramé, de la poterie, vous faites ce que vous voulez, mais c'est le moment de se lancer d'essayer des trucs. Renforcez vos centres d'intérêt, ça c'est... Il y a des trucs qui vous plaisent, foncez là-dedans. C'est vos petits carrés de ressources, c'est pas facile de trouver un truc qui nous plaît, mais vraiment, recentrez sur vos centres d'intérêt. Si vous aimez bien peindre, mais vous n'avez pas l'habitude de le faire, ou vous n'avez pas le temps de le faire, bah c'est le moment d'essayer de prendre un peu de temps dans votre semaine, un temps dédié, voire essayer de découvrir de nouveaux centres d'intérêt, essayer de vous tester sur certains trucs. Pareil, c'est important de se divertir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... la télé, c'est pas un problème en soi. Les écrans, c'est pas un problème en soi. Je suis en train de vous tanner sur les écrans, c'est mal, Internet, c'est mal, les réseaux sociaux, c'est mal. Non, c'est pas vrai. Il y a des trucs pour se divertir qui sont drôles, ou qui sont inspirantes, ou qui sont relaxantes. Je sais pas si vous voulez faire de l'ASMR, bah ouais, c'est des trucs, des fois on aime bien l'ASMR, ça peut être cool. Il y a des trucs qui sont hyper satisfaisants. Moi, j'adore regarder des vidéos à la con de mecs qui font des tables en bois, ou qui fabriquent des trucs. Ça, c'est hyper satisfaisant. Mais il faut faire attention que ce soit pas de la diversion ou de la distraction. C'est-à-dire que ce soit pas juste pour se vider la tête et que c'est pas... Il faut que vous soyez actif avec justement avec vos activités. Il faut vraiment que vous alliez chercher l'information et que vous ne laissiez pas diffuser à travers vous. Et en fait, là où on avait un cercle vicieux tout à l'heure, ben, si on met en place tout ça, il y a un cercle vertueux qui se met en place. Recharger du sens, rendre prévisible, ouvrir des perspectives, restaurer du lien. Tout ça, ça fait un cercle vertueux qui allège le poids. Et ce qui est très très important, c'est de se dire, alors là on va revenir sur la fable de La Fontaine, hein, le chêne et le roseau, l'idée c'est de ne plus essayer tant que ça de résister, mais c'est davantage essayer de s'adapter. C'est-à-dire essayer grâce à ça de tenir dans la durée et de s'assouplir. Et en fait c'est exactement comme dans le chêne et le roseau, ne pas être trop rigide et dans la résistance, qui était nécessaire pendant un moment, parce que sinon on va se fatiguer, mais plutôt d'essayer de s'assouplir et de s'adapter, et de plier sans rompre pour pouvoir s'adapter à la situation. Après, il y a des moments où ça va quand même pas. Et c'est pas un problème, ça arrive. C'est Lady Gaga elle a fait une grande campagne qui s'appelle It's Okay to Say.
Il n'y a pas de problème d'aller pas bien. Je pense qu'il faut se le dire, il n'y a pas de problème, il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où c'est plus fort que nous, et ça nous arrive vraiment à tous dans notre vie à un moment ou à un autre. L'essentiel, et c'est là qu'on est le plus autonome finalement, c'est qu'on arrive à le repérer, et qu'on arrive à en faire quelque chose, à demander de l'aide. Comment est-ce qu'on arrive à le repérer? On est mal foutu hein, pour repérer ce qui va pas chez nous. Ça, c'est difficile pour nous de savoir ce qui va pas. Mais il y a des petits signes qui trompent pas. Les petits signes, c'est simple, c'est les idées. En fait, il faut vraiment retenir les idées, les comportements, les signaux physiologiques et les émotions. Les idées, c'est si vous commencez à ruminer, à être très anxieux, ou si vous commencez à avoir des idées suicidaires, là, il faut se dire il y a un truc qui va pas. Les idées suicidaires, j'insiste particulièrement, c'est pas banal, c'est pas anodin d'avoir des idées suicidaires, et c'est pas une fatalité non plus. C'est-à-dire idées suicidaires, c'est un signal pour dire que je vais vraiment pas bien, et que j'ai besoin d'aide parce qu'on peut apaiser ces idées suicidaires, parce que toujours. Deuxièmement, les comportements, si je commence à être plus irritable, que je commence à claquer les portes, que je commence à cloper plus que d'habitude, que je commence à prendre des substances alors que j'en prenais pas avant, que je commence à augmenter ma consommation d'alcool, là c'est un mauvais signal. Les signaux physiologiques classiques, si j'arrive pas à dormir, si j'arrive pas à manger, en gros. Et enfin les émotions, si je suis particulièrement irritable, si je suis facilement en colère, si mon moral fait le yo-yo, là pareil c'est un signal. Tout ça, on n'est pas très efficace, personne, les êtres humains, pour repérer en soi-même ça. En revanche, on est assez bon pour le repérer chez les autres. Donc, un petit conseil, c'est aider les autres à le repérer, premièrement. Et deuxièmement, faites confiance aux autres, à vos proches, quand ils vous disent « Ah, putain, t'es chiant en ce moment, mais t'arrêtes pas à m'envoyer chier, t'es pas comme d'habitude, t'es sûr que tu veux reprendre un verre, là, parce que ça commence à faire beaucoup, là, cette semaine, y a pas un truc qui va pas ?» Faites-leur confiance, c'est que c'est des signaux d'alarme qu'il faut garder en tête. Pourquoi faire se faire aider, et pourquoi faire demander de l'aide? Ça paraît con, hein, mais c'est bizarre, demander de l'aide, c'est difficile à faire. C'est difficile pour tout le monde parce que on a l'impression d'embêter les gens. On a l'impression on veut pas inquiéter les gens. On a l'impression de pas pouvoir se débrouiller tout seul. On a l'impression que les gens, les psys, c'est pour les fous, ou c'est pour les gens qui ont des problèmes graves. Bah non, c'est pas vrai. C'est pour tout le monde. Et il y a plein de ressources qui sont disponibles. Pourquoi est-ce qu'il faut vite interpeller pour prévenir la casse? Parce que plus vite on intervient, plus vite on fait quelque chose, moins ça va loin, et moins ça s'aggrave. Donc plus vite on le fait, plus vite c'est facile de prendre en charge. Ensuite, permettre aux autres d'agir, c'est de la triche, moi ce que je dis toujours, c'est de la triche que de dire « Non mais je vais pas leur dire que je vais pas bien parce que je vais les inquiéter, et je veux pas les déranger. » Ah non mais ça marche pas comme ça. Les gens, ils voient bien, ils s'inquiètent déjà pour vous, et ils n'auraient pas besoin de leur dire pour qu'ils arrêtent de... enfin, vous n'avez pas besoin de leur dire que vous allez pas bien pour qu'ils s'inquiètent. En réalité, ça les aidera beaucoup si vous leur dites « je vais pas bien », parce que ça leur permettra d'agir là où avant ils pouvaient pas agir parce que vous leur disiez pas que vous allez pas bien. C'est-à-dire ça donne la capacité d'agir, ça enlève leur sentiment d'impuissance. Donc une manière de les aider quelque part, c'est de les aider à vous aider. Je sais pas comment me suivez. Être là pour les autres, on peut pas aider les autres si on va pas bien soi-même, ça c'est une certitude. C'est la même métaphore que dans l'avion, c'est-à-dire que vous êtes dans l'avion, il y a les hôtesses de l'air et les stewards, ils font leur petite danse initialement, toujours la même chose, c'est-à-dire les sorties de secours se présentent à l'avant, au milieu, à l'arrière de l'appareil machin, et ils disent, si jamais l'avion il tombe, il dépressurise, la cabine se dépressurise, il y a les masques à oxygène qui tombent. S'il y a les masques à oxygène qui tombent et que vous avez un enfant, d'abord vous mettez le masque à oxygène à vous-même, et après à l'enfant. Parce que si l'enfant s'évanouit, vous pourrez quand même continuer à l'aider. Si vous vous évanouissez, l'enfant il est tout seul. Et il ne pourra pas s'aider lui-même. Et bien c'est la même chose, si vous voulez aider les autres, d'abord le masque à oxygène pour vous. Sinon ça ne fonctionne pas. Et enfin, pour s'autonomiser, c'est paradoxal, hein, mais plus je suis capable de demander de l'aide, plus je suis autonome. Ça veut dire que je suis capable de reconnaître que j'ai des limites aussi, et que parfois j'ai besoin d'un coup de main. Et en fait, c'est la nature des êtres humains et des adultes que d'être en situation d'interdépendance. On dépend les uns des autres. Quand on a un coup de mou, et ben de pouvoir compter sur les autres pour nous aider. Plus on est capable de demander de l'aide, plus on est autonome. Où et à quelle porte frapper? Je vous en donnerai 3 que je vous propose de retenir. Là, je l'ai mis les ressources qui sont essentiellement dans le Nord, et en particulier à Lille par chauvinisme, mais il y en a partout en France. 1. Les maisons des ados.
Maison des ados, ce sont des espaces pluriprofessionnels où il y a des assistants sociaux, éducateurs, psychologues, infirmiers, médecins, psychiatres et autres types de médecins, parfois des nutritionnistes, des gynécos, etc., où on vous accueille, on évalue avec vous la situation, on vous accompagne sur un petit temps et on vous oriente vers les bonnes structures. C'est hyper simple, vous vous pointez là, ou vous écrivez un mail, vous écrivez sur le Facebook de la Maison des ados. En revanche, le seul truc à garder en tête, c'est que c'est jusque 21 ans maximum. Deuxième ressource, le SUMS. Ça, c'est surtout pour les étudiants. Maison des ados, c'est pour tout le monde. SUMS, c'est pour les étudiants universitaires. Le SUMS, c'est pareil, c'est une structure où il y a des médecins, notamment des médecins généralistes, des psychologues, des assistants sociaux. Pareil, on vous accueille, normalement relativement rapidement, on évalue la situation, on vous aide à régler 2-3 problèmes, et on vous oriente vers la bonne structure. Normalement, il y a un SUMS qui est associé, donc ce SUMS, ça veut dire Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Et vraiment, il faut pas hésiter, il y a partout des SUMS dans toutes les universités, il y en a même parfois plusieurs antennes dans la même université. Et dernière chose, un acteur auquel on pense trop rarement, et pourtant vraiment il a toutes les compétences pour vous guider vers les bonnes ressources, le médecin généraliste. Donc, maison des ados, et c'est pas parce qu'il y a ado dans le terme que vous pouvez pas y aller, maison des ados, jusqu'à 21 ans, SUMS, médecin généraliste. J'en ai terminé, j'espère que cette petite présentation vous aura un peu aidé, et puis je vous dis à bientôt.